Devenir parent éducateur, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et si c'était possible? Bonjour, mon nom est Carole Martel. J'ai le plaisir de vous accompagner dans cette aventure un peu formidable qu'est l'aventure de faire l'école à la maison. Dans le confort de votre foyer, offrez un accompagnement adéquat à votre enfant pour faire de son année une réussite. Une multitude de capsules éducatives faites par nos titulaires qui vont pouvoir vous amener des références, des initiatives, des façons d'apprendre autrement. Oui, c'est possible. Suivez-nous et allez opter vers toutes ces alternatives qui vous sont offertes pour offrir un enseignement différent à votre enfant. Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonsoir. Il aurait été étonnant, il y a quelques années, seulement de penser que GM pourrait être hors circuit, faire faillite. Et je dis ça dans le sens que GM était la plus grande corporation au monde. Seulement de penser que GM pouvait tomber aurait été la risée totale, c'était impossible. Mon nom est Gilbert Thibodeau, nous sommes le 30 novembre 2021. Aujourd'hui, on va parler un peu d'argent et de différentes firmes les plus puissantes au monde. Avant d'aller plus loin, il y a différentes façons de regarder comment circule l'argent. Je vais tout de suite régler un problème, ce qu'on appelle les ETF. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est très simple. Les ETF, en anglais, c'est Exchange Traded Funds. Vous comprenez que la bourse sert énormément dans ce qui est aujourd'hui l'utilitaire des plus grandes firmes au monde. ETF, Exchange Traded Funds. En français, j'ai travaillé un peu ça, puis ça sonne comme un fonds indiciel. Des fonds indiciels qui se basent sur les indices boursiers. En fait, un ETF, c'est le terme que je vais utiliser lors de l'émission. En simple, là, c'est un produit qu'on utilise pour éviter de tout perdre à la bourse. Et là, je le répète, comme je disais au début, GM, personne ne s'attendait à ce que ça tombe. Et si on avait de l'argent exclusivement dans GM, on venait de tout perdre. Les ETF, c'est à peu près ça, mais imaginez qu'au lieu d'acheter dans GM, vous achetez dans GM, Ford, Chrysler, Fiat, Peugeot, Volkswagen, vous comprenez le principe, et c'est un groupe d'actions qui sont achetées ou qui font partie d'un portefeuille et vous investissez dans ce portefeuille-là. Si une des firmes automobiles est mal gérée, les autres vont compenser vos pertes. Comprenez le principe? Bon, ça existe, justement, on peut investir dans un genre de groupe financier automobile. Il y en a qui investissent dans des ETF environnement. Tout ce qui est firme relié à l'environnement font partie du portefeuille, puis on investit dans ce portefeuille-là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous comprenez l'idée que ça peut être dans les pharmaceutiques, ça peut être dans les corporations chimiques, ça peut être... Bon. Allez-y un petit peu plus loin. Ça peut être également
des ETF reliés à des pays. On investit dans différentes corporations dans un pays et on en fait un portefeuille. Et dans ce pays-là, si l'économie va bien, il y a certains endroits où ça va moins bien, d'autres vont bien, et notre ETF rapporte de l'argent. Montez un petit peu plus haut. Ça se fait au niveau des continents. Effectivement. On peut avoir un ETF qui englobe l'ensemble de l'Afrique. Et des investissements sont faits en fonction de différentes corporations dans différents pays à l'intérieur de ce continent-là. Comprenez? Montée d'une coche mondiale. C'est à peu près à ça que je vais en venir aujourd'hui. Warren Buffett, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, que j'ai suivi, que j'ai lu différentes informations à son sujet. C'est Warren Buffett, je ne le connais pas personnellement, mais Warren, il ne perd pas trop d'argent. Et lui, selon lui, les ETF, évidemment qu'il achète dans différents ETF, c'est clair, il résume, c'est pour les investisseurs pragmatiques. Tu ne t'attends pas à devenir riche demain. C'est du long terme, c'est stable, tu vas t'y rendre. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. À quoi ça sert et pourquoi on devrait l'utiliser? Et quand je dis on devrait, c'est déjà fait. Il y a plusieurs personnes, plusieurs investisseurs qui font affaire avec leur banque ici au Québec, au Canada. Et leurs conseillers financiers leur disent carrément, tu veux-tu investir dans une ETF? Et si oui, tu veux-tu aller dans l'environnement? Es-tu plus porté du côté pétrolier? Ça doit être moins à la mode de ce temps-là. Ou différents domaines. Et tu rentres dans un groupe, une ETF, qui investit dans ça. Et c'est généralement rentable. Et la plupart du temps, la même chose se fait dire, c'est ça ne sera pas payant demain. C'est un investissement à long terme. Maintenant qu'on a compris le principe, je voudrais juste vous parler de 3 firmes. En fait, d'après moi, ça fait partie des plus grandes firmes, les plus grosses firmes au monde. La 3e serait Capital Research Management. C'est la plus petite des 3. C'est à peu près 16 des ETF à travers le monde, dans tout ce qui se fait d'investissement, dans des groupes, dans des portefeuilles, vous comprenez le principe de ETF, c'est à peu près 16 Puis je répète, c'est des firmes de management, d'administration qui demandent à des investisseurs de leur donner de l'argent et eux s'occupent de gérer les portefeuilles en prenant un pourcentage. Hein? Vous comprenez le principe? Et deviennent rentables au fil des ans. Quand je dis rentable, c'est très rentable. Je vais vous parler de quelque chose que vous avez sûrement entendu parler. Il y a de plus en plus, le nom revient, c'est BlackRock. BlackRock est exactement ça. C'est une firme de fonds d'investissement. Ils investissent, il y a des investisseurs qui leur donnent de l'argent et la direction de BlackRock investit pour eux. Le but de BlackRock, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, vous pouvez le voir, c'est facilement disponible sur les sites respectifs des firmes, que ce soit Capital Research Management, que ce soit BlackRock ou la prochaine dont je vais parler tout à l'heure. Le but ultime, c'est tout simplement, et c'est très bien écrit, c'est de créer un monde financier meilleur pour nos clients. Et c'est le « nos » qui est important. Je vais vous le résumer, puis je vais vous le prouver. BlackRock, c'est plus puissant que la plus puissante banque que vous pouvez penser au monde. N'oubliez pas que c'est seulement qu'une firme d'investissement. Ses fonds, ses avoirs, ses actifs sont plus gros que n'importe quelle des banques que vous pouvez trouver sur la planète Terre. C'est plus gros que ça. On tombe dans une... J'aurais pu vous parler de GM,
ou de Coca-Cola, là, on serait dans la sphère économique. Là, on va monter dans la stratosphère. Vraiment, là, stratosphère. BlackRock, c'est le plus gros investisseur au monde. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai la note. Effectivement, il y a une firme sur 5 aux États-Unis que BlackRock est actionnaire. C'est énorme, ça. Toutes les firmes aux États-Unis, 1 sur 5, BlackRock est actionnaire. C'est pesant. Qui a créé ça? Larry Fink. Larry Fink, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est tellement drôle. Larry Fink, pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, c'est un financier. C'est une personne qui aime jouer avec l'argent. C'est lui qui a créé les subprimes. Quand ça a pété de partout, à cette époque-là, il n'avait pas créé BlackRock. Mais c'est lui qui a créé le phénomène. On l'appelle le père de la subprime. Subprime, c'est pire. Ça, c'est d'emprunter sur quelque chose qui n'a aucune valeur. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais tout le monde se rappelle du crash de 2008. Au tout début, en passant, ça s'appelait Blackstone. Blackstone, c'est avant BlackRock et une chicane au sein de l'administration a fait en sorte que on va se libérer d'une partie de Blackstone et une partie de l'autre division. Ça n'a pas fait l'affaire de Larry Fink et lui, il a créé BlackRock. Il l'avait dans la tête. Mais voici son secret. Et faut vraiment suivre ça de près. Quand il a créé BlackRock, là, j'ai dépassé quelques années, on est rendu au début des années 90, il a créé Aladdin. Aladdin, là, c'est plusieurs ordinateurs qui se mettent à parler ensemble, qui ne font qu'une chose, vérifier les chiffres, les bilans, les revenus, les pertes des corporations inscrites à la bourse. Ce n'est que des machines qui font des calculs. Pas compliqué. Le père, le créateur de Aladdin, c'est M. Fink. Et c'est de là qu'il a commencé. En passant, il a créé ça en 1994. Il n'y a pas grand monde qui croyait en lui. Et il a dit, bon, bien, on va le créer. Il y avait déjà des fonds. N'oubliez pas que c'est pas un homme pauvre. Et il a commencé à la bourse. Il s'est inscrit à la bourse, BlackRock, 14 $ en 1994. Pour aller vite, parce que je veux qu'on passe le plus possible pour que vous compreniez le principe de la puissance de ces corporations-là. Aujourd'hui, à partir de 14 $, aujourd'hui, l'action vaut 928 $. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. C'est ça qui m'étonne. C'est comment se fait-il que ces gars-là, comment se fait que ces financiers-là, en moins de 20-25 ans, ont atteint des chiffres si extravagants et qu'on a de la difficulté, des fois, à comprendre comment se fait qu'on n'a pas réussi à la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis 1980, qui a été créée. On est rendu en 2021, puis on a de la difficulté je ne sais pas, à développer. C'est un instrument qui a été créé de toutes pièces, ça, par Jacques Parizeau au Québec, au début fin des années 70, début 80, qui s'est appelé le bas de laine du Québec. Et on parle de quelques centaines de milliards de dollars. Pourquoi je dis quelques centaines de milliards de dollars, vous allez comprendre. On ne parle pas de ça, là. Je vous ai dit la stratosphère. Stratosphère. Ça a été créé en 1994. Je reviens à Aladdin. Créé 1994. On est en 2021. Selon Forbes, qui est une revue qui parle évidemment d'argent, des gens qui ont de l'argent, et différentes corporations, institutions. Selon Forbes, les avoirs, les actifs de mon ami BlackRock, 9 500 milliards de dollars. 9 500 milliards de dollars. Je ne parle pas de 200-300 milliards, là.
9 500 milliards. Je le dirai jamais assez. C'est le plus gros portefeuille sur la planète Terre. Pas compliqué. C'est la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les trois ensemble, le PIB des trois, bon, ben c'est plus petit que 9 500 milliards de dollars. Ça vous donne-tu une idée de la puissance, là? Même qu'il est tellement baveux, et j'utilise bien le mot, pas baveux, mais il est tellement prétentieux et fier et conscient de sa puissance qu'il a dit ouvertement que d'ici 2 ans, on va atteindre la puissance du PIB de la Chine. Pourquoi? Parce qu'il rentre lentement en Europe. C'était une firme américaine, d'ailleurs, là. Et là, lentement, ils sont en Europe et essayent de convaincre différents pays en Europe, dans l'Union européenne. Pourquoi vous ne nous demandez pas de gérer les fonds de pension de différents syndicats dans vos pays? Et croyez-moi, ils ont le bras très long. Je pense qu'il y a quelques pays qui ont déjà accepté. D'ailleurs, la France, si je ne me trompe pas, on peut voir différentes... Quand vous voyez, à un moment donné, Macron, le président de la France, quand vous le voyez assis puis vous dites, c'est qui le gars à côté de lui? Il n'y a pas beaucoup de cheveux en avant, là, il a de moins en moins de cheveux. C'est Larry, c'est lui. Mettons qu'il a le bras long et il est écouté. Plusieurs disent même que le matin, on n'écoute plus tellement ce qui se passe dans les banques ou non, on écoute ce que Larry dit. C'est très important et je vais vous donner quelques noms, là. Je l'ai nommé tout à l'heure. Warren Buffett, évidemment, est actionnaire de BlackRock. George Soros, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Évidemment qu'il y a des actions dans BlackRock. Al Gore, ça vous dit quelque chose? Al Gore, ouais, des actions. La reine Élisabeth II a des actions dans BlackRock. Ça vous donne une idée là, de la grosseur, l'ampleur et des gens connus à travers le monde qui investissent. Ils se basent beaucoup sur les institutions, mais il y a quand même quelques investisseurs moins riches, comme Warren Buffett, Soros, Al Gore, qui investissent également dans cette firme-là. D'ailleurs, 10 de leurs fonds provient des particuliers. 57 c'est des institutions, ce que je viens de dire, évidemment, des gros syndicats qui font gérer leur avoir par BlackRock pour faire fructifier l'argent de façon à ce que les gens qui tombent à leur pension aient un montant d'argent garanti grâce à BlackRock qui fait des bons investissements depuis plusieurs années. Le reste, c'est, je ne sais pas si les gens connaissent ça un peu, iShare. C'est connu dans le monde des produits dérivés. C'est la balance du chiffre d'affaires de BlackRock. Ils sont établis dans 89 pays et il y a 16 000 employés qui travaillent pour Aladdin. En fait, ils ne travaillent pas pour Aladdin. Ils s'assoient à longueur de journée devant les ordinateurs, devant un écran et écoutent ce que les ordinateurs leur disent et investissent en fonction d'Aladdin. Et il n'y a pas juste BlackRock. Plusieurs firmes utilisent les services d'Aladdin. Je trouve que le nom est original. Je l'ai dit tout à l'heure, 9,5. Moi, ça me fait rire de dire ce chiffre-là, ça. 9,5. 9 500 milliards. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une personne qui a osé dire quelque chose. Une. Plusieurs l'ont dit en cachette. Lui, il ne s'est pas gêné. C'est un milliardaire. Il s'appelle Carl Icahn, qui, lui, a dit, pendant qu'il était assis à côté de lui, de M. Larry, il dit, « T'es dangereux et c'est la pire chose qui peut arriver. C'est que tu deviens l'homme le plus puissant. » C'est très dangereux pour la population, pour les investisseurs et pour le marché. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et je suis bien d'accord avec Carl Icahn. C'est dangereux. Pour vous donner une idée, ils sont actionnaires.
Voyons, j'oublie son prénom. J'essaie de dire son prénom. Larry. Larry Fink. Larry, il est actionnaire par l'entremise de BlackRock. Volkswagen. Alibaba. Je suis certain que ça sonne des cloches à du monde, là. BNP, Michelin, Alstom. BlackRock possède 5 d'Alstom. Sanofi, 6,5 de Sanofi. Vous le savez comme moi que Sanofi, c'est énorme. D'avoir 2-3 du contrôle de la compagnie, ils ont 6,5 AstraZeneca, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. BlackRock en possède 7 Tiens, tant qu'à faire, je vais vous le dire tout de suite. Pfizer, elle dit quelque chose avec Pfizer, ça? Les 3 firmes dont je vous parle, là, dont BlackRock, à l'eux 3, ils possèdent 21 de Pfizer. N'oubliez pas que ces 3 compagnies-là ne font qu'une chose. Pensez au profit des actionnaires. C'est énorme, c'est énorme. En 2008, pour vous donner un indice, tu sais que le crash de 2008, savez-vous quelle personne a été appelée par les gouvernements quand est arrivé le crash économique à cause des subprimes? Ça veut dire qu'on prête de l'argent sur quelque chose qui n'a plus tellement de valeur, on en refait un autre ETF, et là, on dit, ouais, c'est possible que ça fonctionne, puis on convainc nos clients d'en acheter. Ça ne marche pas tant que ça, même que ce n'est pas gagnant. On prend les pires, puis on les met dans un autre ETF, puis là, on essaye de convaincre. Vous comprenez le principe, là? Et personne ne le dit ouvertement, mais c'est clair que là, c'était de la menterie sur menterie sur menterie. J'espère que tout le monde sait qui a créé ça. Larry Fink. Alors, en 2008, quand est arrivé le plus grand désastre qu'on a connu à notre époque, aujourd'hui, là, je ne parlerai pas du crash de 1929, mais le crash de 2008, bien, les gouvernements se sont retournés pour aller voir Larry Fink. Comment est-ce qu'on va régler ça, ce problème-là de crash économique? Bien, croyez-le ou non, il est arrivé avec des solutions et lentement, les solutions sont devenues viables. Trop viables. C'était simple. Renflouer les compagnies qui font faillite et baisser les taux d'intérêt. Ha! Hey, il aurait pu m'appeler, j'aurais pu le dire. Je ne peux pas croire que c'est ça qu'il a trouvé comme solution. Je ne sais pas c'est qui mène d'un banque, mais là, ça ne prenait pas un génie pour faire ça. Tout ça pour vous dire que c'est énorme. Là, il y a des gens qui m'écoutent. On me dit souvent, Gilbert, est-ce que tu peux faire allusion quelquefois en France? OK. Larry Fink vient d'investir en France, qui est en train de s'endetter cul par-dessus tête. Alors, Larry a dit, OK, pas de trouble, on va acheter un peu de tes bons. Vous comprenez le principe? Il y a des bons au Canada, il y a des bons en France, il y a des bons... chaque pays a des bons. Alors, il a aidé la France un petit peu. Il a acheté pour 100 milliards de dollars de bons de la France. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'actuellement, Macron est très, très, très influencé par les décisions et les prises de position de Larry Fink. Alors, quand une décision se prend, dites-vous une chose. Macron, c'est très bien. Et là, si je nomme le mot Macron, le président Macron, je veux y porter respect, c'est le président de la France. Dites-vous que ça se fait dans différents pays également. Mais ça, si je vous la donne, c'est parce que ça ne fait pas si longtemps. 2018, 2019. Alors, dites-vous qu'il y a plusieurs pays qui prennent des décisions, que ce soit au niveau environnemental, au niveau pétrochimique, au niveau... peu importe le domaine. Larry Fink pense à une chose, ses actionnaires. Et ça, c'est très important. Donc, je pense que vous comprenez le principe de BlackRock. Et j'ai pris la peine de dire que c'est la plus grosse firme. Et plusieurs personnes en parlent comme étant la plus grosse firme, effectivement. Sauf que Gilbert Thibodeau aime ça, faire des recherches, des comparaisons et essayer de prévoir qu'est-ce qui va arriver et y a-t-il d'autres firmes qui exactement fait la même chose d'une autre façon.
Oui, il y en a une. Elle s'appelle Vanguard. RMS Vanguard. Très différent. Très différent. BlackRock veut satisfaire ses actionnaires. Ils sont cotés à la bourse et vous comprenez le principe des dividendes. La compagnie doit faire de l'argent et on aime bien quand la compagnie prend de la valeur boursière au niveau des actions et lorsqu'elle remet des dividendes. Vanguard a été créé d'une façon totalement différente. Totalement différente. En résumé, c'est pas à la bourse. Elle n'est pas cotée nulle part. Vanguard, même principe. Je travaille pour mes clients. Qui sont ces clients? Tenez-vous bien, n'importe qui. N'importe qui, je vais nommer un nom au hasard. André Pitre, qui a 2000 $, s'en va sur le site de Vanguard, s'inscrit, investit 2000 dans quel ETF, et c'est terminé. Terminé. Il fait partie de Vanguard. Ce n'est pas à la bourse. Et il travaille énormément à augmenter le nombre de particuliers qui font confiance à leur prise de décision. Je répète, très important, ce n'est pas à la bourse. C'est considéré comme le deuxième plus grand fonds, le plus gros fonds d'investissement au monde. Le fondateur, celui qui a créé ça, c'est John Bogle. B-O-G-G-L-E. Bogle. Il est tellement phénoménal, sa façon de penser, et d'ailleurs, ça ne varie pas trop de ce qui est du président de BlackRock. Mais Bogle, lui, tu sais, quand on crée quelque chose, et des fois, on devient une icône, on devient populaire et les gens respectent, admirent ce que tu fais. Alors, il s'est créé un groupe qui s'appelle les Bogleheads. Des gens qui se rencontrent, qui se parlent, que ce soit sur Internet ou différentes rencontres ou différents meetings. C'est des Bogleheads. C'est tous des disciples de Bogle qui apprécient énormément de la façon qu'il a investi. En passant, il est mort, M. Bogle, en 2019 à 89 ans. Il est devenu, avant de s'appeler Vanguard, ça s'appelait Wellington. Ceux qui sont plus vieux, là, qui se rappellent de Wellington Investissement. Et encore une fois, ça c'était en fin des années 50, 60. Puis là, il y a eu une divergence d'opinion. Puis M. Bogle pensait différemment. Fait qu'il a dit, garde, moi je m'en vais, je sors d'ici. Mais il se rappelait, quand il est rentré à la firme Wellington, qu'en arrière du bureau du président, il y avait un grand bateau. Il s'appelait le RMS Vanguard. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était incroyable, ce bateau-là. Il y avait 240 mètres de long. Il allait à 30 000 à l'heure, 30 nœuds au pied, sur l'eau. Hey, on parle-tu d'un gros vaisseau, là? Puis lui, ça l'avait frappé. Donc, il a créé la compagnie, vous venez de comprendre, Vanguard, en l'honneur du bateau qui l'avait impressionné quand il a travaillé chez Wellington. Et là, il crée en 1975 Vanguard avec sa propre argent et va chercher de plus en plus de clients qu'on appelle particuliers. C'est ça qui est fascinant. Tu dis, voyons donc, comment est-ce qu'il peut se rendre si gros? C'est pas compliqué. Et là, vous allez comprendre le phénomène des Bogleheads. Vous regarderez dans l'historique, je répète, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le lire, rencontrer ça sur des sites Internet différents. Spécifiquement, c'est Vanguard et quand on parle de l'historique. C'est lui qui a pensé, il l'appelle le père de l'invention de la gestion passive. Autrement dit, tu donnes de l'argent pour quelqu'un s'en occupe. Toi, tu fais rien. Pas compliqué. C'est lui qui a créé, pensé, et sûrement qui était assez brillant, assez brillant pour faire de l'argent, parce que ça marche encore. Et c'est la deuxième. À mon avis, pas pour longtemps. Vous allez voir pourquoi. Sont installés actuellement.
Vanguard, par le site Internet et les différents produits qu'il offre, il en offre 190 produits. Là, vous pouvez aller voir, c'est incroyable, tout ce qui est offert aux États-Unis. Et ils sont actuellement dans à peu près 203 bureaux là, hors États-Unis. Ils prennent de l'ampleur. Ils battent BlackRock concernant la diversification à travers le monde. Ils sont plus petits, j'en suis d'accord. Comment plus petits? Le 31 août 2021, leur actif, la puissance de ce qu'ils géraient, les valeurs sur le marché de ce qu'ils contrôlaient, c'était 8 300 milliards de dollars. Je n'ai pas besoin de vous dire que si on prend BlackRock, puis eux autres, là, c'est le PIB d'à peu près tous les pays sur la planète. Là. On parle de 2 compagnies. La troisième, que je respecte aussi, c'est Capital Research Management, qui a à peu près 16 des ETF. Vanguard a 25 des ETF et BlackRock a 44 On parle sur la planète Terre. La balance, le 15 ça se divise en plusieurs petites compagnies que vous connaissez peut-être, qui sont peut-être aussi bonnes, plus petites, et vous investissez sans vous en rendre compte dans des ETF par l'entremise des firmes d'investissement en gestion pour vos vieux jours, pour votre pension. Je reviens à Vanguard. 30 millions de clients sur la planète dans 170 pays. Pourquoi ça grossit et pourquoi je pense que bientôt ils vont rejoindre BlackRock, sinon les dépasser? C'est les frais de gestion. Ça n'étonne pas personne. Hein? Il y a tout. Voyons donc, qui va travailler sans faire de l'argent? Bon, bien, Vanguard, il l'appelle... D'ailleurs, sur le marché mondial, tout le monde s'ajuste sur, on n'a pas le choix, sur Vanguard. Il est tellement gros, c'est tellement puissant, et leur frais est tellement bas que ça fait mal à tout le monde. Tout le monde est obligé de s'ajuster. Là. Tout le monde aimerait bien charger beaucoup plus cher. Je pense qu'ils chargent, je ne veux pas me tromper, 0,12% de frais pour ces ETF, pour les gens qui investissent dans des groupes. 0,12%. Je ne sais pas si vous le savez, là, il y a des firmes qui chargeaient 1 2 3 2,5 Lui, c'est 0,12 Là, vous comprenez pourquoi il y a de plus en plus de particuliers qui vont vers Vanguard et que ça grossit. Gros comment? J'ai nommé quelques compagnies tout à l'heure pour BlackRock. Eux, ils sont les premiers actionnaires de Goldman Sachs. J'aurais fait une émission complète sur Goldman Sachs, puis vous auriez dit c'est une firme tellement grosse. Oui, c'est rien qu'une des firmes de Vanguard. Vanguard, c'est le plus gros actionnaire de Goldman Sachs. Apple, le plus gros actionnaire, Vanguard. J'aurais pu passer 1 heure parler d'Apple, c'est énorme. C'est juste une de Vanguard. Maintenant, j'achève. J'aurais jamais pensé réussir à passer au travers de tout ça si rapidement. Le grand risque. Le grand risque dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a juste 2 gars. C'est grave, hein? 2 gars. Vous allez me dire, ouais, bien, il y en a une, c'était à la bourse. Ah oui, justement, c'était à la bourse. C'est une firme qui a le droit de parole dans une compagnie sur 5 partout aux États-Unis. D'ailleurs, ils se présentent régulièrement à toutes les réunions par l'entremise d'un de leurs représentants pour aller dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision d'une firme quand ça va à l'encontre de leurs clients. Eux autres, ils s'en fichent pas mal. C'est pire que ça. C'est écrit sur leur page. Nous travaillons pour nos clients. Ça veut dire qu'on doit être rentable. Et c'est ce que j'appelle, moi, et c'est un terme qui va revenir de plus en plus, le risque systémique.
quand tu t'en attends le moins, c'est certain que c'est là que ça va arriver. J'aurais pu dire que je prévoyais, moi, un crash boursier fin 2019, début 2020. Comment est-ce que j'aurais pu le dire? C'est simple. C'est que la valeur actuelle à la bourse, des firmes à la bourse, est plus élevée que sa valeur réelle. Il y a de plus en plus de gens qui investissent à la bourse et de fil en aiguille, on appelle ça créer une bulle. Et ça, je vous fais remarquer qu'une bulle, toutes les bulles sont pareilles. À un moment donné, elle va grossir. Et plus elle devient grosse, la journée qu'elle va éclater, plus elle va éclater, puis ça va péter fort. Des petites bulles, ça arrive. On connaît ça des fois dans le marché, d'une petite bulle, pouf, elle pète. Ça ne touche pas l'ensemble du marché. Mais quand une bulle devient tellement grosse, tôt ou tard, elle va péter. Et croyez-moi, ça va péter. Je le prévois. La pandémie l'a peut-être ralenti. Pourquoi la pandémie l'a ralenti? Parce que les gouvernements n'ont pas voulu que l'économie tombe, ce qui aurait été tout à fait normal. Quand on ralentit, autant au niveau développement économique que la consommation, qu'est-ce qui arrive? Tout s'en va au ralenti. Le gouvernement ne voulait pas ça, pour la simple et unique raison que, je dis le gouvernement, c'est une pandémie mondiale, à ce que j'ai compris. Donc, tous les gouvernements ont dit, on n'a pas le choix, là. Il faut investir dans nos compagnies, mettre de l'argent le plus possible pour qu'ils ne pètent pas. Parce que la plupart des gouvernements comprennent très bien le principe d'un crash. Certains connaissent l'histoire et connaissent les différents crashs au cours des années, et d'autres sont pas assez vieux pour avoir oublié le crash de 2008. Donc, on investit. On va investir. Ça ne serait pas fin que je dise le grand mensonge, mais disons que c'est de grands investissements. Quand certains pays donnent des milliers de dollars par mois, pendant des mois, à des gens pour qu'ils ne travaillent pas, et en même temps, donnent de l'argent à des firmes pour leur éviter de fermer, de faire faillite ou quelque chose du genre, on a un problème technique, là. T'as beau vouloir soutenir la planète, ça te tente-tu de laisser aller quelque chose qui est naturel? Ce serait naturel. Je dis pas de ne pas aider, mais d'aider à l'extrême, et là, je pèse bien le mot, à l'extrême. Il y a une erreur quelque part qui est en train de se faire. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que tout le monde a de l'argent, puis pourtant, l'économie ne roule pas. À vous dire, ça ne va même pas dans la même phrase. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour dire ça. Tout fonctionne, tout roule. Il n'y a pas personne qui a une job, il n'y a pas une compagnie qui marche. Il n'y a plus personne qui va aller travailler. On leur donne de l'argent pour rester chez eux. Tout fonctionne. Ça ne tient pas. Qu'est-ce que ça provoque? Tout le monde est heureux, tout le monde est content, personne ne sait pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on va acheter à la bourse, on va acheter des actions, on va essayer de faire plus d'argent, on va monter. Qu'est-ce que ça crée? Une fausse économie. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce que je pense. Le risque systémique, le risque du système qui vient d'être créé. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça a été créé en moins de 2 ans. Hey, j'ai pas besoin de vous conter une histoire sur les... Auparavant, et là, je reste dans les années 1900, en s'en allant jusqu'en l'an 2000, tu rendais quelqu'un ou quelqu'un se rendait riche au fil des ans, à la sueur de son front, en travaillant, en ayant du courage, en ayant des convictions, en prenant des risques. Puis au bout de 20, 25 ans, 30 ans, la personne, on pouvait même le coter comme étant millionnaire. C'était quelque chose. Hey, t'as du monde qui deviennent milliardaires en 2-3 ans de ce temps-ci. Oups! Quelque chose que je ne comprends pas, là. Le gouvernement du Québec, pour revenir au Québec, le gouvernement du Québec a créé la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ils ont pris de l'argent des Québécois, ils ont mis ça dans une caisse de dépôt et placement. Depuis le début des années 80, fin 70, on est rendu en 2021. On a 300-400 milliards dans le bas de laine.
Hey, ces gars-là, ils ont créé ça en 20 ans. 9500 milliards de dollars. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, là? Ouais. Ouais. Il y a une bulle. Et là, c'est plus une bulle, là, c'est une balloune. Ouais. C'est une grosse balloune. Puis elle va péter. Puis croyez-moi qu'elle va péter. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le réaliser, là. Tu ne peux pas vendre des bons du Canada ou de la France ou l'Allemagne ou peu importe. Quand tu ne l'as pas, l'argent, là. Tu as créé au fur et à mesure pour essayer de conserver ton pouvoir. Conserver le contrôle sur ta population. Ça vous dit quelque chose, ça? On va garder le contrôle. Oui, mais comment? Bien, on va sauver tout le monde. Ben, toi aussi, t'en veux? Ah ouais. Si vous pensez que Lehman Brothers, en 2008, a fait en sorte que le jeu de domino commence, attendez de voir. Là où il y a un bémol, c'est qu'ils sont tellement puissants, j'en ai nommé 3, Capital Research, Vanguard, BlackRock, là, ils sont tellement puissants, ils ont tellement d'influence, ils contrôlent tellement de pays et de dirigeants qui sont capables de les influencer de façon à ce que aucun taux d'intérêt doit être augmenté. Trouvez pas ça drôle? Moi, vous en êtes un paradoxe, moi. Qu'il y en ait un qui me dise qu'il n'y a pas de prix qui monte actuellement à la consommation. Dites-moi que le céleri ne coûte pas plus cher, que le yogourt ne coûte pas plus cher, que les bananes ne coûtent pas plus cher, que les patates ne coûtent pas plus cher, que le bœuf ne coûte pas plus cher, que le poulet ne coûte pas plus cher, que le cochon ne coûte pas plus cher. Non, tout augmente. Tout augmente. On appelle ça de l'inflation. Ben oui, c'est-tu drôle? Comment ça fait qu'il y a de l'inflation, pas un maudit chat qui travaille? Parce qu'on donne de l'argent à tout le monde? Hein? 2 choses qui vont être faites. Et ça, personne ne pourra l'empêcher. Sinon, on va atteindre la superinflation. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Parce qu'on s'en va vers la superinflation. Il n'y a rien qui tient dans ce qui arrive. Comment est-ce qu'on empêche la superinflation? 2 choses. On monte le taux d'intérêt. Si jamais ils font ça, pensez-y 2 minutes. On augmente le taux d'intérêt. Tout le monde emprunte, tout le monde est endetté, là, ici. Tout le monde emprunte à 0,05 ou 0 ou 1 Fais juste monter ça de 2 Hey, c'est pas rien que le monde qui va péter. Les villes vont péter. Il y a des provinces qui vont péter. Tout le monde emprunte, là. Tout le monde est à 1 imaginez. Ils n'auront pas le choix. Ça va être fait. Deuxième chose. Le gouvernement, là, à un moment donné, ne peut pas en chier de l'argent à vie. Il va falloir qu'il arrête d'en donner. On appelle ça stopper l'aide du gouvernement aux entreprises. Oh! Les entreprises ne roulent pas! Ils ne sont pas capables d'avoir un employé! Le monde reste chez eux, ils reçoivent de l'argent, rien faire. Comment veux-tu partir l'économie si ces 2 choses-là arrivent? C'est ce que je prévois. C'est ce que je pense qui va arriver. Et, malheureusement, les grosses firmes, les 2-3 plus grosses firmes au monde ne pourront rien faire. Savez-vous pourquoi? Parce que là, je vais vous dire ce que je pense. On ne le réalise pas, mais c'est la population qui dirige la planète. C'est nous autres qui dirigent la planète. C'est la simple personne qui dirige la planète. Il y a 8 milliards de population sur la planète. C'est nous autres qui mènent. C'est nous autres. Savez-vous comment? C'est que la journée qu'on va perdre confiance en ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller retirer nos billes.
si on retire nos billes à la bourse, qui pète? Vous me suivez? Et là, on part un domino. J'ai bien l'impression que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé en 2008. C'est ce qui est arrivé dans d'autres petits crashs et petites bulles. Là, la bulle est tellement grosse que je prévois que ça va péter et d'après moi, on ne se rend pas en 2023. Si jamais on se rend plus loin, je vais être étonné. Je voulais vous donner mon opinion. Mon nom est Gilbert Thibodeau. On se revoit la semaine prochaine. Je vais probablement tenter d'être un petit peu moins monétaire, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous jaser. Salut! Pfiou!